la démotivation, les enseignants sont plus motivés. On va en parler d'Annie Choumi. Les enseignants ne sont plus motivés. Et comme les enseignants sont plus motivés, avec les rappels, les systèmes de rappel, moi j'ai des cousins que j'ai vus sur la moto. Je dis, mais toi tu fais quoi ici? On t'a affecté à l'extrême nord. Il dit que oui, mais depuis 2 ans, on ne lui a pas donné 5 francs. Il était à l'extrême nord, il n'a pas pu payer le loyer pendant 1 an. On a confisqué ses effets. Il est rentré à Douala pour faire la moto, en attendant qu'on lui fasse le rappel. Donc pendant qu'il fait la moto à Douala, les enseignants, les enfants qui étaient censés enseigner en mathématiques, en physique, ils n'ont pas d'enseignants. C'est pénible, c'est terrible. Ouais, donc il y a le lieu de revoir dans notre pays la rémunération des enseignants et le règlement de ce qu'on appelle OTS. Et suite à ça, beaucoup d'enseignants ont quitté le Cameroun pour aller s'installer au Canada. Et arrivé au Canada, aujourd'hui, beaucoup sont des enseignants dans les établissements d'enseignement primaire ou secondaire au Canada. Donc, là aussi, ça fait problème. Hein. Il faut travailler là-dessus. Donc, ça, c'est important. La conséquence de la grève, on a trop supporté. C'est de ça qu'il s'agit. Les enseignants ont déserté les salles de classe. Les enseignants ne parviennent pas à vivre avec les salaires qu'on donne. Beaucoup d'enseignants attendent leur rappel depuis près de 10 ans. Ils n'enseignent plus. Et dans ce contexte, les enfants qu'on présente au baccalauréat, ils n'ont pas le niveau parce qu'ils n'ont pas eu le niveau en seconde, ils n'ont pas le niveau en première, ils n'ont pas le niveau en terminale, donc ils échouent aux examens. Ça, il faut bien qu'on se le dise. C'est important. La deuxième chose, c'est quand même, il faut le dire aussi, la pauvreté dans les familles. Franchement, je veux dire que le Camerounais, c'est la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche, quand il entend un bruit, il plonge sa tête dans le sable pour éviter il croit que c'est quand il plonge sa tête dans le sable que le problème est réglé. C'est la politique de l'autruche. Hein? Nous vivons dans un pays qui va mal. Donc, moi, ça fait rire, quoi. Vous avez quelqu'un vous demande... quelqu'un qui est au Cameroun vous demande si aux États-Unis ça va mieux pour vous parce qu'eux ils vont bien au Cameroun. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est la vie. Donc, ça va mal dans notre pays. Il y a une disparition totale de la classe moyenne. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez la classe aisée, qui est essentiellement celle qui peut profiter de la rente de situation, et vous avez les pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne, où la classe moyenne a totalement disparu. La classe moyenne telle qu'Aïdjo l'avait laissée quand il partait en 1982 a été laminée complètement. On se retrouve avec une classe moyenne qui ne vaut pratiquement rien du tout aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est une classe moyenne qui ne vaut rien. La conséquence de cette classe moyenne qui a été laminée, c'est que les parents ne parviennent plus à bien encadrer leurs enfants. Mieux, beaucoup de parents ont démissionné parce qu'on est dans un contexte où le père sort le matin pour aller se défendre. Il n'a pas un travail, hein, je dis bien se défendre. Ça veut dire qu'il peut sortir le matin pour aller vendre le bois quelque part. La mère sort aussi le matin pour aller vendre peut-être ses condiments quelque part, ou bien pour aller vendre le ninja, ou bien quoi, etc. Et les enfants attendent toute la journée. Les temps sont durs et les gens ne parviennent pas à s'en sortir. Lorsque les gens ne parviennent pas à s'en sortir, ben, la conséquence de ça, c'est que le gouvernement qui a oublié, qui n'a rien fait pour relever le niveau de la classe moyenne en utilisant par exemple les filets sociaux, alors que les prélèvements d'impôts et taxes ont quintuplé depuis quand on prend comme base les années 82 à 2025, ben, la conséquence de ça, c'est un appauvrissement exponentiel de notre population. Donc, il y a une démission. Ceux qui ont encore les moyens de se payer un répétiteur pour leurs enfants, de se payer des cours de répétition pour leurs enfants, ils peuvent encore s'en sortir. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un répétiteur pour leurs enfants, c'est un échec. Prenez vous-même une ville comme Douala, les quartiers comme Bipanda, les quartiers comme zone de recasement, les quartiers comme Banga, Pongo, où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas d'eau. Prenez les zones rurales là, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, Lincoln, York, etc. Qu'est-ce que vous pensez que les enfants vont faire? Ils ne vont pas s'en sortir. Parfois, encore un job, on ne voit pas l'enseignant arriver. C'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. On peut se gosser. C'est pour ça que vous voyez bien les chiffres que je vous ai donnés. Dans le Grand Nord, c'est un désastre. Parce que c'est enclavé.
Donc, l'enseignant n'arrive pas. Les établissements entendent les enseignants pendant 2, 3 ans. Le professeur ne vient pas. Le proviseur est obligé de se débrouiller. Vraiment, c'est un désastre. Et les examens, c'est pour tout le monde. Donc, même quand on délibère à 7, les enfants échouent massivement. C'est un désastre. Donc, il y a la pauvreté qui a gagné les familles, hein, même si dans notre pays, personne ne veut en parler. Hein, tout le monde, ce que vous appelez opposants là, c'est les super gombistes. Vous avez le sureffectif dans les salles de classe. Dans les salles de classe au Cameroun, il y a un sureffectif. Donc, il y a énormément de personnes, d'effectifs, énormément de salles de classe. Nous, quand on est allé, on faisait le bac en 1993, on était 40 par classe, 40 par classe, 40 par classe. Donc, 40. En première, on était 40 par classe. Les proviseurs étaient encore des gens décents et qui avaient une fierté, qui avaient un amour pour le Cameroun. Ça veut dire que les enseignants étaient bien payés. Ça veut dire qu'on était, on passait, on faisait le probatoire, on était 40, je crois, on était, je crois, 50. Et je crois qu'il y avait 35 qui avaient réussi au probatoire. Donc, ça fait quand même un taux de réussite de 70%. Donc, on passait en terminale. Et en terminale, on a vu arriver peut-être 5 nouveaux étudiants. C'est tous 5 nouveaux élèves. Aujourd'hui, pour enseigner, c'est l'hécatombe. C'est 120 élèves par classe. 120 élèves par classe. 120 élèves par classe. 120 élèves par classe. 120 élèves. Je dis ça pour les Navalo, c'est Navalo, Navalo Wayonga, c'est quoi. Je ne connais pas bien son nom. Hein, les autres, c'est 120 élèves par classe. 120 élèves par classe. C'est énorme. Vous avez 120 élèves par classe. Donc, à partir du moment où vous avez 120 élèves, je rappelle, à titre de comparaison, ici aux États-Unis, c'est la loi. Vous ne pouvez pas créer une classe, ce qu'on appelle section, vous ne pouvez pas créer une classe de plus de 20 élèves. Le plafond, la loi plafonne à 20 élèves par classe. Et même à 20 élèves, ce n'est pas facile. Donc, on a parfois dans les campus, ça c'est 16. Dans les graduate schools, c'est 16, je crois. 15 à 16. Et c'est. Donc, maintenant, dans les grands cours où les lectureurs font en amphi, là, et aujourd'hui, on a tendance à faire disparaître ces cours-là parce qu'on les donne online. Chaque enfant reste chez lui. Le professeur explique. Il y a une application de Microsoft qu'on appelle Canvas et les enfants peuvent suivre ça tranquillement chez eux au lieu d'aller s'entasser dans les amphis. Donc, on essaie de tout faire pour décongestionner. Et après, ils peuvent venir maintenant suivre des travaux dirigés ou bien des travaux pratiques dans des petites sections. Ça n'excède pas 20. Ça ne peut pas excéder 20. Or, chez nous, on voit des cours où on a 120 élèves par classe. Dans 120 élèves, l'enseignant ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. C'est pour ça que beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école privée, parce qu'à l'école privée, quand les enfants arrivent dans les collèges privés, ils sont 40, maximum 50 par classe. Peut-être il faut payer 200 000, mais vous êtes maximum 50 par classe. Alors que dans les établissements privés, on arrive à des salles de classe de 120 élèves. Les établissements publics, les lycées, c'est 120 élèves. Et le proviseur, en fin d'année, renvoie 80, il recrute 80 nouveaux autres élèves. 50 000, 50 000 ou 100 000. 100 000, quand il recrute, imaginez vous-même, il recrute 80 élèves, ça fait 8 millions de francs. Non. L'établissement, le truc en crise. Dans notre pays également, l'une des causes de cet échec, c'est le salaire et le traitement des enseignants. Je l'ai déjà dit. Vraiment, il y a lieu que le gouvernement camerounais d'abord sorte de cette histoire. Je ne connais pas, moi, un pays sérieux au monde où on embauche quelqu'un, il signe son contrat, on lui demande d'aller d'abord travailler et pour attendre ce qu'on appelle le rappel. C'est-à-dire que c'est après 2 ans qu'il doit. Donc au Luxembourg, c'est 15 par classe, voilà. Et dans quel pays au monde est-ce qu'on va faire travailler quelqu'un? Dans quel pays au monde est-ce qu'on va faire travailler quelqu'un? Il travaille et voilà, au Luxembourg, c'est 15 par classe. Dans quel pays au monde on fait travailler quelqu'un et après 15 jours après, on fait travailler quelqu'un, c'est après 2 ans qu'on doit lui donner son salaire. Et le rappel là, il faut encore qu'il aille boxer à Yaoundé. Si par exemple son salaire était de 300 000 et que c'est 3 millions 6, si c'est 7 millions 2,
et il vous dit carrément que pour qu'il aille toucher les 7 millions d'euros à la payerie, il faut qu'il ait 3 millions sur lui. Donc, il paie encore, il va toucher que 4 millions. Il va donner 3 millions aux gens à Yaoundé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne motive plus les gens. Et les gens sont en train de partir. Et le phénomène de parti va s'accentuer. Vous retrouvez les Camerounais comme professeurs en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a relevé le salaire des professeurs. Les professeurs de lycée touchent dans les 700, 800 000 francs. Et il a recruté beaucoup de Camerounais, des gens qui étaient partis du Cameroun. Dans les pays comme le Congo, Brazzaville, chez Sassou Nguesso, le gouvernement a relevé le salaire des trucs. Dans les pays comme le Sénégal, moi qui vous parle ici, j'ai eu une proposition de mon camarade de classe qui était ancien premier ministre au Tchad, Ali Suleiman, je ne vais pas donner tout son nom, et qui est maintenant le recteur de l'université de Dakar, qui m'a dit, écoute, vraiment, tu viens enseigner ici, là, on est prêt à te donner un traitement dans les disciplines de pointe. Si tu enseignes la finance d'investissement, pour aller jusqu'à 5 millions, 10 000 dollars. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on te paye par mois ce qu'on te paye aux États-Unis. Ouais. Ouais. Ah ouais. Par patriotisme, je lui ai dit vraiment, ça aurait été intéressant parce que moi, je me verrais bien en train de partir du Cameroun, de partir des États-Unis. Si j'ai arrêté le corporate job pour aller m'installer au Sénégal, je peux entreprendre et enseigner au campus. Voilà, en Italie, 18. Voilà, en Italie, combien? Voilà, en Italie, entre 18 et 20 maximum. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis, c'est en graduate school, c'est 15. Et en undergraduate, 20. Comment un enseignant s'en sort avec 120 élèves? Comment est-ce qu'il fait pour passer dans les couloirs, vérifier les devoirs, ouvrir les cahiers, vérifier que les enfants ont fait leurs devoirs, comme on faisait avant? Le professeur passait, il regardait si tu as vérifié, fait le devoir. Il regardait le cahier, il t'a envoyé au tableau. Il n'a pas ce temps-là aujourd'hui. C'est 120 élèves. Le gars, il n'est pas payé. Il arrive en colère. Il sort peut-être de la maison que voilà, la sonnette est venue dire qu'on va couper la lumière. Sa femme, oh là là, franchement, vous savez, être un enseignant, c'est comme être un journaliste qui fait la présentation du journal à la télévision. Le journaliste qui fait la présentation du journal à la télévision, quand vous le regardez, il a le sourire et pourtant il peut avoir 10 mois d'arrêt de salaire. Un enseignant également, si vous ne le mettez pas dans les meilleures conditions psychologiques pour dispenser le savoir avec un salaire qui est bien payé et qui tombe régulièrement, ben, il va pas être à l'aise. Et je vous dis que nos enseignants ne sont pas bien traités. C'est la conséquence. Quelqu'un m'a dit là sur le mur que c'est les réformes que Navalo Yonga a fait. Quoi. Je ne sais pas de quelle réforme il parle. Il n'a toujours pas donné le nom des réformes là qu'on aurait prétendu faire. Ensuite, dans notre pays, il y a un problème de curriculum. Il y a un problème de curriculum. Le curriculum, ça veut dire le contenu des enseignements. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais parler. Hein, le curriculum. On a un problème de curriculum dans notre pays. Vraiment, nous avons un gros problème de curriculum. Nous avons un problème de curriculum parce que dans notre pays, quand vous voyez les enfants, je ne sais pas, nous-mêmes, on a été en terminale, hein, vous aviez la philosophie, vous avez le français, vous avez les maths, vous avez l'espagnol, vous avez l'histoire, vous avez la géographie, vous avez l'éducation civique, on avait pratiquement 16 matières. Vous avez l'anglais, vous avez 16 matières. Pour aller où? Et je me rappelle toujours de ce fameux cartable gros qu'on portait, bro, ça, franchement, putain. Et même la manière dont on dispense les examens. Regardez vous-même ici aux États-Unis, moi j'ai vu, je ne vais pas parler des gens, j'ai vu des gens qui ont échoué le bac 3 fois aux États-Unis, qui l'ont réussi ici, au Cameroun, qui l'ont réussi aux États-Unis. Parce que là, c'est pas parce que ils n'échouaient pas au Cameroun parce qu'ils sont faibles. C'est-à-dire, on vous concentre, on vous dit 16 matières, vous composez en 4 jours. Chaque jour, 4 matières. Mais putain, 4 matières. Comment vous révisez le stress, la pression? Si l'enfant n'est pas préparé à gérer le stress, à gérer la pression, il give up, il se casse. Or, dans notre pays, est-ce qu'il n'y a pas une commission qui peut s'asseoir
pour travailler à ramener toutes ces matières-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire un livre où l'histoire, c'est une partie, la géographie, c'est une partie, l'éducation, c'est une partie? Le premier trimestre, on fait à peu près l'histoire, la géographie, et puis on fait. Et puis il y a la manière dont on dispense les enseignements. Moi, je suis enseignant. Ici, quand on voyait l'enseignant, l'enfant ne peut pas échouer. C'est pas parce que j'entends les trucs, l'école est facile en Amérique. Faux. Très faux. C'est parce que l'enseignant est là pour faire réussir l'élève et non pas pour piéger. Quand vous avez un cours, je prends par exemple un truc simple, les maths, vous êtes chargé de dispenser l'algèbre aux enfants. Vous avez un semestre, le semestre dure 3 mois. Le programme, on le découpe en 3. Vous avez 2 fois les cours avec les enfants. Quand vous faites 2 fois les cours, quand vous finissez de dispenser un cours, vous leur donnez un petit questionnaire pour s'assurer qu'ils ont compris. Vous faites un exemple. À la fin du cours, c'est-à-dire si le cours dure 2 heures, vous dispensez le cours 1 heure à peu près. Ils ont 15 minutes de pause. Quand ils reviennent maintenant, tout ce que vous avez dit en 1 heure là, vous faites un exemple, 15 minutes. Après, vous faites à peu près 5 minutes de battement. Vous prenez un exemple que vous résolvez, vous mettez tout, vous laissez au tableau. Et vous leur donnez le même exemple, mais avec des chiffres différents. Vous leur distribuez un petit truc là. Et font, et regardent, ils font. Quand ils ne comprennent pas, vous vous approchez d'eux. Ils ne sont que 15. Vous leur posez la question. Vous leur expliquez bien. L'enfant comprend. Il fait. Quand il fait, vous prenez, vous corrigez rapidement. Ils ne sont que 15. Quand ils sont sortis là, au fur et à mesure qu'ils sortent, vous corrigez. Quand le dernier vous remet la copie, vous avez corrigé. Et vous prenez les notes. Ça compte à peu près pour 15%. La participation des enfants, quand ils viennent régulièrement en classe, ils ne s'absentent pas, on leur donne à peu près 5%. Ça fait 20%. Et maintenant, il y a 3 devoirs dans l'année. Donc, après chaque trimestre, là, il y a un devoir. Le premier, c'est 15%. Le deuxième, c'est 15%. Donc, ça fait 30%. On est à 50%. Le troisième, c'est 40%. Et après, il y a 10%. C'est un projet que vous donnez aux enfants. Bon. Quand vous faites le devoir, vous devez faire ce qu'on appelle review. Vous faites une revue avec les enfants. Vous faites la revue, hein, une révision de ce qu'on a fait. Vous faites une révision, tout. Et ce qui vient à l'examen ne peut pas être pris en dehors de la revue. En gros, si l'enfant prend la revue, la révision qu'on a fait en classe, il va à la maison, il fait, il refait 1, 2 fois, il vient, il fait, il a 20 sur 20. C'est pour ça qu'ici, là, on ne passe pas avec 7. On passe quand on a B. Ça veut dire que quand on a 80%, ça veut dire que si on veut ramener dans notre notation, on passe quand on a 16 de moyenne au moins. Si vous avez en dessous de 16 de moyenne, vous avez échoué. Parce que le but, c'est que l'enfant comprenne tout. Ce n'est pas de bourrer l'enfant avec on bourre, le type ne se retrouve pas. C'est un désastre. Hein? Donc, je pense que il faut revoir les curriculums dans notre pays. C'est trop de matière, trop de cours, et bien naturellement aussi trop d'enseignants. Alors que si on avait réduit, par exemple, dans les classes, il y a 16 matières là, on réduit ça à 8 matières. On pourrait par exemple avoir le français, la philosophie, les maths, l'anglais, je ne sais pas ce qu'on fout avec l'espagnol ou l'allemand là, l'anglais, la biologie, l'éducation physique, l'histoire, géographie, machin chouette là et tout. Et puis, je sais pas, peut-être un autre cours là, je sais pas ce qu'on met. Ça fait 8 matières, c'est largement suffisant. Et le jour où les enfants composent ou vont faire l'examen, 8 matières, ils font une matière le matin, une matière l'après-midi. Une matière le matin, une matière l'après-midi. Ou bien ici aux États-Unis, on fait une matière dans la journée, une seule. Une matière. Les enfants arrivent très frais le matin, ils ont une matière, ils travaillent, ils font 4 heures, ils ont 4 heures pour plancher sur la matière. Ils rentrent chez eux, ils reviennent demain. Ils rentrent chez eux, ils reviennent demain. S'il y a 8 matières, on compose 4 jours dans la semaine-ci, 4 jours dans la semaine prochaine, ça fait 2 semaines. Vous allez voir que le taux de réussite va être relevé. C'est ce qui se fait ici aux États-Unis. Les enfants viennent comme le dit là, ils composent le matin, ils rentrent chez eux. Ils reviennent, composent demain, ils rentrent chez eux. Ils viennent, composent, ils rentrent chez eux. Ils composent 2 semaines. Et après 2 semaines, comme on corrige, c'est les QCM, on corrige avec les Scantrum là, la semaine d'après, les résultats sont disponibles. On envoie ça par SMS, par email, sur le email des parents.
Donc, il y a un problème d'organisation de notre système d'enseignement vraiment qui laisse à désirer. Les curriculums sont trop chargés. On bourre les enfants avec les trucs. On les apprend à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas ce qu'ils ont à foutre de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des choses comme ça. Donc, il y a le mode d'évaluation des étudiants. Comme j'ai dit, il faut changer ça. Les examens chez nous ne sont pas bons. Le mode d'évaluation des enfants dans les examens ne sont pas bons. C'est un mode coupe-gorge où vous voyez bien, et vous voyez ça avec les enfants des immigrés africains. Les enfants qui ont échoué parfois le bac dans leur pays, et ils avaient même abandonné l'école, ils arrivent aux États-Unis et ils réussissent. Ce n'est pas parce que un enfant vient par exemple du Tchad, il te dit qu'au Tchad, on compose 3 matières par jour. Quand l'enfant arrive ici, il compose une matière. Et là où on lui fait composer 2 heures au Tchad, ici, il arrive ici, il a 4 heures. Donc, il s'assoit dans la salle, il a tout son temps pour plancher. Il revient le lendemain matin, très frais, il a tout son temps. S'il a un problème, par exemple, il peut avoir mangé quelque chose, son ventre le puge, on peut défaire, on peut lui donner un autre jour, il vient se rattraper rapidement. Chez nous, c'est vraiment coupe-gorge. Si tu arrives, tu es mal à l'aise, là, tu as un petit problème gastrique, tu n'es pas concentré, mais tu as perdu ton examen. On concentre tout sur une période. Est-ce qu'il n'y a pas moyen chez nous, par exemple, de dire que les résultats scolaires des enfants pendant l'année comptent pour 20% sur la base de leur livret et on a un centre où on enregistre les notes. Par exemple, on ferait par exemple 10%, on ferait les bacs blancs dans les collèges sous la supervision du ministère qui donnerait encore 10%, ça ferait 20%. Et maintenant, le reste 80%, on interrogerait les enfants un truc par jour sur une matière, 2. Vous allez voir que ça va être relevé. On donne l'espace, on ne peut pas